Mes amis, il est temps d'aller plus vite et plus loin. Le moment est grave. Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion où le Parti socialiste et la gauche a enfin le moyen d'agir. Souvenons-nous qu'a dit François Hollande. Il a dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Que faut-il faire maintenant? Que faut-il faire vite? Il faut d'abord séparer les banques de dépôt des banques d'affaires. Il faut ensuite créer une vraie taxe Tobin. Il faut enfin et surtout éradiquer vivement les paradis fiscaux. Il faut pour de vrai lutter contre les paradis fiscaux. Le rapport du Sénat qui a été voté à l'unanimité, UMP, PS, Parti communiste, Écolo, début juillet, dit que chaque année, c'est entre 40 et 50 milliards d'euros qui manquent dans les caisses de l'État, 40 ou 50 milliards de pertes chaque année à cause de la fuite vers les paradis fiscaux. Notre motion propose de dire qu'il n'y aura plus aucune commande publique, de le mettre dans le code des marchés publics. Il n'y aura plus aucune commande publique pour les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux pour frauder le fisc. Il est temps aussi de mettre fin au dumping fiscal européen. Voilà les chiffres d'Eurostat. Il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais le taux d'impôt sur les bénéfices n'a jamais été aussi faible. Aujourd'hui, aux États-Unis, le taux d'impôt sur les bénéfices est à 40%, et en Europe, il n'est qu'à 25%. Donc, il faut créer un impôt européen sur les bénéfices. Non pas un impôt sur les personnes, mais un impôt sur les dividendes, l'argent qui va sur les marchés financiers. Bonne nouvelle, Jean-Maurice va en parler tout à l'heure, Jean-Maurice Dehaus, ancien ministre-président belge, il y a une grande négociation qui commence le 18 et le 19 octobre. En Allemagne, on ne parle que de ça. Est-ce qu'il y aura ou pas un référendum sur les nouveaux traités européens? En France, on se déchire sur la dernière rustine qu'on va mettre sur les vieux traités, sur la vieille Europe qui est en train de mourir. Mais dans tous les autres pays, on parle de la négociation qui va commencer. Est-ce que oui ou non, la gauche française, avec l'ensemble des socialistes européens, des syndicats européens, des ONG qui le veulent, est-ce qu'on se bagarre pour qu'il y ait vraiment un traité social européen? Est-ce qu'on se bagarre pour qu'il y ait enfin un impôt européen sur les dividendes, qu'il y ait enfin une taxe Tobin? Je rappelle qu'une des causes fondamentales de la crise, c'est que dans tous nos pays, ce qui va au salaire n'a jamais été aussi faible. D'après l'OCDE, au total, la part des salaires, ce qui va au salaire, aux cotisations de Sécu et aussi à l'État via la TVA, a baissé de 10 points en 30 ans. Au total, en 30 ans, c'est à peu près 150% du PIB qui aurait dû aller aux salariés, aux caisses de Sécu, à l'État, et qui sont partis vers les marchés financiers. Ce n'est pas au peuple de payer, ce n'est pas aux salariés, aux retraités, aux services publics. Il y a de l'argent et par tous les moyens possibles, il faut le remettre au service du bien commun. Alors, il faut avoir le courage du diagnostic. C'est ce que nous essayons de porter dans notre motion, la motion 4. C'est déjà contester le diagnostic qui consiste à dire qu'un surcroît de croissance permettrait de résoudre le chômage de masse. Ça, c'est un diagnostic qui est au cœur de notre réflexion et qui est au cœur du projet de société que nous souhaitons porter. On s'aperçoit que depuis les années 50, le PIB, lui, n'a fait qu'augmenter. Et pourtant, le volume d'heures travaillées a baissé de 8%. C'est-à-dire que la croissance a détruit l'équivalent de 2 millions d'emplois à plein temps. Comme vient de l'expliquer Pierre Larrautureau, il y a eu une révolution de la productivité. C'est-à-dire que nous produisons toujours plus avec de moins en moins de travail humain. Donc, n'ayons aucune illusion, aucun espoir sur une croissance retrouvée qui pourrait résoudre le chômage de masse. Si nous voulons rééquilibrer le marché du travail, si nous voulons renouer avec le plein emploi, nous devrons diminuer le temps de travail, c'est-à-dire le partager. C'est une nécessité absolue, malgré les investissements dans l'écologie, qui vont être aussi porteurs effectivement de création d'emplois, mais nous devrons obligatoirement réouvrir le dossier du temps de travail. Donc pas d'illusion sur une croissance qui viendrait résoudre nos problèmes socio-économiques. La diminution du temps de travail, c'est donc une nécessité économique qui nous l'impose, mais c'est aussi une nécessité sociale. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez certainement, il y a une souffrance au travail énorme. C'est un sujet qui est souvent évacué sur les médias, mais c'est quand même 4 Français sur 10 qui souffrent de la souffrance au travail. Pléonasme, mais bon. Le stress au travail, tous en France, 4 salariés sur 10, et des répercussions importantes sur des pertes de qualité. L'augmentation des arrêts maladie, l'absentéisme, le présentéisme, le turnover, la pénibilité physique s'est aussi accrue. Elle a changé de nature par rapport au début du siècle.
Mais en 2008, 52 000 personnes souffraient d'une de ces affections qui touchent le dos, les épaules, le poignet ou encore les genoux. Le Bureau international du travail estime que le coût économique annuel du stress représenterait entre 3 et 6% du PIB des pays industrialisés. Voilà. Globalement, les risques psychosociaux représentent aujourd'hui un coût direct et indirect de l'ordre de 55 à 60 milliards d'euros. Bon, ça, ce sont les chiffres économiques. Mais la réalité, c'est que la réduction du temps de travail, le partage du temps de travail, c'est la possibilité d'offrir du travail à ceux qui n'en ont pas. Mais il y a aussi tous ces gens qui travaillent et qui en souffrent, qui travaillent trop. Donc on va vers une crise sociale gravissime qui peut se doubler d'une crise politique majeure. Donc voilà pourquoi nous avons décidé avec Florence, on arrive bientôt à 2000 militants dans toutes les régions, avec Stéphane Hessel et d'autres, de déposer cette motion en reprenant le titre d'un article que Jacques Delors avait fait un an après l'arrivée de Jospin. Jacques Delors avait fait une lettre ouverte à Lionel Jospin en disant il faut aller plus loin et plus vite. Jospin avait fait gloops pendant un quart d'heure et puis s'est dit après tout il a raison. Il avait dit que oui, qu'il allait bientôt passer à la deuxième phase de son action. Et l'histoire montre que dans tous les pays, ce qu'on ne fait pas dans les 6 premiers mois du mandat, on a beaucoup de mal à le faire après. Jospin n'a jamais été capable de mettre en place la deuxième phase. En tant que Belge, je suis bien placé pour vous dire la France, ce n'est pas rien que la France. Les décisions que vous allez prendre en France, elles sont regardées, elles sont attendues, elles sont espérées à travers l'Europe. Ceux qui ont mon âge, ou même un peu moins, savent ce qui s'est passé dans les années 30, quand les démocraties ont déçu les peuples. Il y a eu 2 types de réponses. Aux États-Unis, ça a été une réponse saine. Et c'est l'élection de Roosevelt, Franklin Roosevelt, en 1932, le développement d'une nouvelle politique audacieuse. Et grâce à cette politique audacieuse, on a connu progressivement, et difficilement d'ailleurs, le redressement et le développement des États-Unis. Mais le désenchantement des démocraties, en Europe, il n'a pas donné un Roosevelt. Il a donné la montée des dictatures. Et moi, je n'ai pas envie, ni pour mes enfants, ni pour mes petits-enfants, ni pour les vôtres, de voir revenir les dictatures en Europe. Nous avons besoin, comme la droite a eu besoin d'un bouclier fiscal, aujourd'hui, nous avons besoin d'un bouclier social. Il faut aussi aller plus loin et plus vite sur une Europe sociale. C'est les 18 et 19 octobre qu'il y aura une grande réunion préparée par M. Barroso. Ce n'est pas lui qui va nous dire quelle est la tendance nécessaire maintenant pour une Europe sociale, une Europe qui tienne compte de la place à donner à l'économie sociale et solidaire. Il y a énormément à faire et il faut le faire tous ensemble. Il faut que ce soit l'Europe qui donne aux autres parties du monde l'exemple de ce que peut être une économie véritablement axée sur les problèmes de la société, sur des problèmes qui ne se construisent pas seulement sur le profit, mais sur les échanges, sur l'économie sociale et solidaire. Donc, je vais commencer par une citation. C'est une citation de Jaurès qui disait « Il faut chercher la vérité et la dire ». Je travaille comme conseillère à Pôle emploi et donc je suis une militante socialiste, une militante syndicale, une simple militante. Je ne suis pas... vous ne me trouverez pas dans Wikipédia, vous aurez beau chercher, vous ne me trouverez pas. Et pourtant, j'ai la chance, l'immense chance de me retrouver derrière Stéphane Hessel pour défendre cette motion, et j'en suis extrêmement fière. Nous proposons, pour ce qui est de la motion, que le PS, avant la fin de l'année, organise une grande conférence avec les syndicats, les associations, les personnels, les usagers pour rédiger un manifeste, pour repenser, refonder le Pôle emploi. Nous voulons qu'un euro dépensé soit un euro utile. Donc on arrête la gabegie, on se pose, on regarde ce qu'on fait et on le fait bien. Voilà, je vous remercie.
C'est quoi notre but? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message fort? Moi, pour le congrès de Reims, je me souviens, ça faisait rigoler tout le monde. J'étais déjà convaincu par Pierre que la crise allait arriver. J'avais agrandi tes schémas, je les présentais à Mantes, je me souviens et tout. Le jour de bon, il y a une chose qui lui disait à toi et tout. Donc là, je pense qu'il faut qu'on essaye de faire gagner du temps au PS en lui disant bon, ok, j'ai lu la motion 1, au moins 7 ou 8 fois, il parle de la croissance qui va revenir et tout, et leur dire simplement, camarades, on n'est pas vos ennemis, mais si vous partez dans ce schéma-là, bah, la croissance, elle va pas revenir, le chômage, il va continuer à augmenter, vous allez passer pour des cons parce que vous promettez des choses qui ne se réaliseront pas, vous perdrez les élections, on va repartir dans un cycle infernal. Je suis maire d'une commune donc de 5000 habitants et je me qualifie comme un soutien de la République. On est jugé immédiatement lorsque nous sommes maires. La moindre faute, la moindre erreur, et on est sanctionné. Pourquoi, dans notre République actuelle, il y a une indépendance ou une dépendance totale de l'Assemblée vis-à-vis du gouvernement et du président de la République? Nous sommes la 5e République, si on ne fait pas attention, peut devenir une dictature. Nous ne sommes pas forcément représentés. Il nous faut une république parlementaire avec une responsabilité du Parlement. Et ça me semble très très important. Il y a donc urgence à revaloriser ce couple merveilleux qui forme la démocratie, c'est-à-dire les élus et les citoyens. Et c'est notre rôle, il faut avoir le courage de le faire. Et c'est ce que je retrouve dans cette motion, hein, surtout lorsque j'entends Stéphane Ezel. Va s'ouvrir le 18 octobre de nouvelles négociations importantes pour l'Europe. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un débat réel au sein du Parti socialiste avec l'immense majorité des militants pour traiter ce sujet-là? Où est le débat au sein du Parti socialiste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend? On attend que demain on nous dise voilà quelle sera la position du Parti socialiste. Et il faudra venir ensuite dans nos sections pour dire oui ou non à cette position, sachant que 90% des gens devront dire oui parce qu'ils appartiennent à telle sensibilité, telle sensibilité. On leur dira c'est comme ça, camarades, que tu dois voter. Voilà ce qui est devenu le Parti socialiste. Des ensembles de clientèles qui viennent voter au moment où on leur dit et il n'y a plus aucun débat à l'intérieur. Alors moi j'ai envie de dire, j'ai participé avec cette motion et j'en suis excessivement fier. Je suis fier des interventions qui ont eu lieu précédemment. Oui, nous devons poser des questions. Oui, nous devons relancer le débat au sein du Parti socialiste. C'est ça notre fonction à nous, des militants socialistes. C'est ça un parti politique. Un parti politique, c'est un lieu de débat. Merci. Comment devenir apte à écouter et à comprendre ce qui se passe dans la société? Parce que je crois qu'on en est à un parti issus des structures du 19e et du 20e siècle, alors que c'est totalement obsolète maintenant. Moi, je pense qu'à court ou à moyen terme, en tout cas pas pour demain matin, il nous faut, en tant que militants de la motion, mais plus largement, repenser à qu'est-ce que doit être une organisation à notre époque, au plus proche des citoyens. Maintenant, à nous de faire la preuve que nous voulons avec la société et avec tout ce qui bouge dans cette société, même les mouvements souterrains, même ce qui est embryonnaire, que nous apprenions ça pour comprendre, apprendre et pour agir. Rappelons-nous François Mitterrand avant 81, même les clubs de motards, hein, il y avait des gens qui écoutaient ça. Il a appris beaucoup du mouvement des femmes alors qu'il n'était pas féministe. Qu'attendrons-nous, nous, pour apprendre de la société? C'est bien. Le Parti socialiste, qui a tous les pouvoirs, me dit-on, mais peut-être pas celui de réfléchir, le Parti socialiste ferait bien de s'intéresser, mais si, vous allez comprendre ce que je vais dire, de s'intéresser à une mécanique qui, depuis 10 ans, s'est mise en place pour casser coûte que coûte le modèle social français. Or, pour casser un modèle social, c'est comme les animaux, il suffit de dire qu'ils ont la rage. Or, actuellement, la spirale, c'est que le déficit dans les secteurs publics hospitaliers, il est maintenant quasiment mécanique. C'est-à-dire que les hôpitaux ne peuvent pas s'en sortir. Parce que de toute façon, on leur a monté en 10 ans des systèmes qui font qu'ils vont nécessairement être dans le déficit. Donc du coup, évidemment, c'est là où des agences de notation, comme la banque que vous citiez tout à l'heure et qui a conduit la grande crise, eh bien, ils sont très contents. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on discrédite derrière? Les acquis du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale et les services publics. Et c'est là où on a besoin du Parti socialiste. Merci. Je suis Cynthia Fleury, pardon. Je suis enseignant-chercheur et je fais partie du collectif Roosevelt. Alors d'abord, je voulais vous dire merci
Merci d'être là, certainement, mais surtout, merci d'être militant. Je vous le dis d'autant plus que je ne le suis pas. Et que je ne le suis pas parce que, effectivement, c'est extrêmement dur d'être militant dans le contexte actuel, non démocratique des partis. Il y a beaucoup de découragement et en même temps, je crois que c'est nécessaire, profondément nécessaire. Un jour, une parlementaire, je tairai son nom puisqu'elle est aujourd'hui au Parlement européen, m'avait dit, voilà Cynthia, si tu laisses, comment dire, les dégoûtés partir, il ne restera que les dégoûtants. Et elle avait raison. Alors moi, j'essaye de faire mon travail de formation auprès de la jeunesse et puis, comme je peux, de transmettre des valeurs. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pris le chemin associatif pour militer et pas celui du parti. Or, le parti reste encore un grand lieu de rapport de force. Donc merci. Merci d'y être, merci de soutenir la motion 4. Là aussi, je trouve ça fantastique de pouvoir participer d'une certaine manière, d'influencer de cette motion sans faire partie du parti. Donc d'une certaine manière, je trouve que c'est un point positif. Donc parlez autour de vous de cette motion parce que ce qui se passe au Parti socialiste est quand même assez, certes décourageant, mais assez déshonorant. Donc voilà, nous ne sommes pas dans un désert d'idées. Tous les économistes rappellent, que ce soit Pierre, bien sûr, que ce soit Krugman, que ce soit Stiglitz, Aglietta, Sapir, Généreux, Askenazi, Piketty, Cohen, tous s'entendent sur le fait que l'austérité n'est pas un moyen pour sortir de cette crise. Donc, du courage. Merci encore d'être militant et votez bien le jour J. Voilà, merci. Je m'appelle Bruno Gassio, donc j'ai travaillé pendant 16 ans dans une émission qui s'appelle Les Guignols de l'Info. On a créé un truc qui s'appelait la World Company et c'était un fantasme quand on l'a créé en 1991. On ne voulait pas que ça devienne une réalité, hein. C'est une critique au départ, c'est devenu une réalité, tant pis pour nous. Je suis là parce que je ne suis pas socialiste, je n'ai pas ma carte au Parti Socialiste, je pense que je ne l'aurai jamais. Je ne l'aurai jamais, je suis de gauche, je suis vraiment désolé. Mais je fais partie des gens qui ont voté François Hollande parce qu'on savait qu'avec ce qu'il y avait avant, on n'en sortirait pas. On a espéré, avec Pierre, j'ai beaucoup parlé avec Pierre, il m'a beaucoup formé à l'économie, il m'a expliqué des choses qui ne sont pas très compliquées à comprendre en fait, c'est les grands principes qu'il faut comprendre. Et ces grands principes, j'ai l'impression que M. Hollande, M. Moscovici, M. Sapin les connaissent. Et ils ne sont pas complètement idiots ces gens. Et pourtant ils ne les appliquent pas. Il m'arrive de rencontrer des conseillers de l'Élysée, des conseillers de Matignon, et quand on parle avec ces gens-là, on leur dit mais... Tu sais, la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt qui est dans le programme de François, ça en est où? Oui, on est en train de le faire, on est en train de... On y pense, mais alors le problème, c'est que c'est pas possible. Enfin, pas nous tout seuls, d'accord. Et alors, la sécurisation, par exemple, des chômeurs, comme on vous propose, qui serait plutôt que de foutre un mec au chômage, le payer, qui gagne et qui travaille zéro, le faire travailler 20% de moins, 30% de moins, et continuer à lui garder son salaire, lui garder une activité, une position sociale. Oui, ah ben ça serait formidable, ça. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que, bon, c'est très compliqué de faire... D'accord. Et la lutte contre les paradis fiscaux, qui est quand même quelque chose qui est quand même simple, ça. Alors ça, on a identifié les paradis fiscaux, encore que... Pas vraiment, mais on a identifié à peu près comment ça se passe. Ouais, mais c'est pas possible, parce que c'est au niveau européen que ça se passe. Et donc je leur ai dit, vous voyez, il y a un problème, c'est que j'ai voté François Hollande. En 2014, vous allez me demander de voter socialiste, et je vous répondrai ce que vous me répondez. C'est pas possible. Je vais aller voter autre chose, et je vais aller voter blanc. Soyons courageux. Nous avons la possibilité. Il suffit de suivre les prescriptions de notre motion. Il suffit que les socialistes courageusement entreprennent d'apporter maintenant, sans attendre, le changement qui est indispensable si nous voulons échapper à tous les risques que la crise nous fait courir, si nous voulons être les porteurs d'une société plus juste, d'une société plus énergique, plus soucieuse des besoins fondamentaux de tous ses membres.